Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Depuis mes toutes premières formations, il y a déjà quelques temps, c'est un cliché que j'entends sans arrêt. De toute façon, la pédagogie Montessori, on ne peut pas s'y former à distance, il faut manipuler. Alors c'est amusant parce qu'on entend toujours cette phrase, il faut manipuler, donc on ne peut pas se former à distance. Et je vous avoue que, à cette époque, le plus souvent, j'acquiesçais, mais en même temps, quelque chose me turlupinait un peu. Je n'arrivais pas à mettre le doigt sur ce qui me gênait dans cette phrase, on ne peut pas se former à distance, il faut manipuler. Et puis j'ai davantage étudié la question, car en même temps, je rêvais moi-même d'une formation à distance. J'aurais adoré pouvoir me former à distance. Et me voici, bien longtemps après, qui propose aujourd'hui des formations à distance à la pédagogie Montessori. Alors, formation Montessori à distance ou en présentiel, il y a des avantages et des inconvénients à chacune de ces possibilités. Dans certaines circonstances, il vaudra mieux choisir l'une plutôt que l'autre. Et c'est ce que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, à la fois pour réduire en miettes quelques mythes au sujet des formations Montessori, et puis pour vous expliquer ce à quoi il faut vraiment faire attention lorsqu'on veut s'inscrire dans une formation, qu'elle soit en ligne ou en présentiel. Mais juste avant de vous parler de tout ça, je tenais à remercier aujourd'hui Zainab Positive, qui a laissé ce message sur Apple Podcast. Elle a titré son commentaire « Le seul podcast que je ne rate jamais ». Merci Anne-Laure pour votre générosité, un podcast de grande qualité, avec un partage très riche d'expériences. Que ce soit en parentalité, discipline positive, neurosciences, et le petit smiley avec les mains jointes qui veut dire merci, pour notre plus grand bien et celui de nos enfants. Et un smiley bisous. Donc merci beaucoup Zainab Positive, ça me fait vraiment très plaisir et ça me touche d'autant plus d'être le podcast que vous ne ratez jamais. Et j'espère que le podcast d'aujourd'hui vous intéressera et vous apportera aussi beaucoup. Quant à vous qui m'écoutez, si vous pouvez prendre 30 secondes pour mettre ce podcast sur pause et laisser un petit commentaire sur Apple Podcast, ça me toucherait vraiment énormément. Alors, l'idée du podcast d'aujourd'hui m'est en fait venue lors d'une conversation téléphonique que j'ai eue avec Christelle du site de matériel Montessori 1, 2, 3 Montessori. Au passage, je vous recommande sans aucune réserve sa boutique de matériel Montessori. Il s'agit de matériel fabriqué en France et qu'il faut finir. C'est-à-dire que si vous achetez une boîte, par exemple, elle vous sera livrée un peu comme Ikea, en paquet plat, mais vous n'aurez plus qu'à assembler et coller. Et puis cirer le bois si vous le souhaitez. Je vous avoue que, petite confidence, moi je ne le cire jamais parce que j'ai la flemme, mais ça rend très bien même si on ne l'a pas ciré. Et elle propose énormément de matériel de très bonne qualité, fabriqué en France. Simplement, il faut le finir. Donc assembler les boîtes, les coller ou peindre les puzzles, mettre les petits boutons de préhension sur les puzzles, des choses comme ça. Mais c'est vraiment un matériel d'excellente qualité. Et nous étions en train de discuter au téléphone et nous avons parlé de formation. Et elle a commencé par me dire, vous savez, moi de toute façon, j'avoue que j'ai de grosses réserves sur les formations à distance. Et on en a discuté. On en a discuté pendant assez longtemps. Et elle a fini par me quitter en me disant, effectivement, je n'avais pas du tout pensé à tout ça, je n'avais pas vu les choses sous cet angle-là, et je pense qu'elle a vraiment pris conscience du coup de ce que les formations à distance avaient à apporter. Et je me suis dit que si quelqu'un qui était aussi plongé dans le monde Montessori, qui s'était autant formé, parce qu'elle s'est formée dans de multiples organismes, n'avait pas conscience de comment on pouvait proposer des formations à distance adaptées à la pédagogie Montessori, c'est que c'était un thème qu'il fallait vraiment que j'aborde dans le podcast aujourd'hui. Alors quels sont, premièrement, les avantages d'une formation en présentiel ?
car il y en a beaucoup. Une formation en présentiel, je trouve que c'est avant tout un vrai moment qu'on dédie à la formation Montessori. On se prévoit 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, qui ne vont être consacrées qu'à ça, du moins pour l'essentiel. Donc, ce créneau est réservé. On sait que pendant cette semaine, puisqu'on sera en présentiel, on va se consacrer à notre formation Montessori. Et on ne va pas se dire au dernier moment, non, mais finalement, il vaudrait mieux que je range le garage, ou il vaudrait mieux que je me mette au potager, ou il vaudrait mieux que, je fasse la déclaration d'impôt. Bref, on a ce moment qui est réservé pour la formation. Deuxièmement, on peut manipuler le matériel et on peut s'entraîner. C'est d'ailleurs l'argument qui est le plus souvent mis en avant pour défendre les formations en présentiel. On peut manipuler le matériel et s'entraîner à faire les présentations pendant le temps de formation. Un autre gros avantage, celui que j'ai le plus apprécié, je crois, dans toutes mes formations en présentiel, c'est qu'on peut y faire de très belles rencontres, dont certaines personnes qui deviendront des amis pour la vie. C'est le cas pour moi d'ailleurs. Il y a une amie avec qui nous appelons au moins tous les 15 jours, que j'ai rencontrée en formation, lors de plusieurs formations successives même. Autre avantage, on peut vraiment voir l'attitude du formateur pendant les présentations. On peut lui demander de recommencer. Et puis, évidemment, on peut poser des questions. Et on a la réponse en direct à ces questions. Donc, il y a un échange avec le formateur qui est très enrichissant. Encore un avantage, c'est que les formations en présentiel, ça vous donne comme un regain d'énergie et d'enthousiasme pour la pédagogie Montessori. On est boosté pour mettre en place plein de nouvelles choses au retour chez nous. Donc ça donne de l'élan pour pouvoir avancer, fabriquer du matériel, proposer de nouvelles choses, de nouvelles activités à nos enfants. Et puis, alors ce n'est pas vraiment un avantage, mais parmi les formations en présentiel, si vous le pouvez, il y a les formations reconnues et agréées par l'AMI, l'Association Montessori Internationale, dont les formations en France de l'Institut Supérieur Maria Montessori, l'ISMM. Et alors, ces formations représentent le top de ce qu'on peut trouver en termes de formation Montessori, avec une petite réserve. Cependant, je dis que c'est le top, mais ces formations sont parfois très difficiles à suivre. Je veux dire par là que émotionnellement, psychologiquement, on fait parfois subir beaucoup aux élèves de l'ISMM. Beaucoup abandonnent en cours d'année. Alors beaucoup, tout est relatif, mais enfin une proportion non négligeable abandonne en cours d'année. Et il y a le danger, parfois, que des élèves ou des anciens élèves de l'ISMM soient devenus de très bons techniciens de la présentation. Donc sachent parfaitement faire toutes les présentations de la tranche d'âge sur laquelle ils sont formés, à la perfection, sans une hésitation, avec des gestes superbes. Mais parfois, l'humain, le sens de l'adaptation, etc., peuvent laisser à désirer si le stagiaire, l'élève, ne l'a pas spécifiquement travaillé de son côté. Bon, par ailleurs, les formations à l'ISMM, ça représente une année entière, à plein temps, et un investissement de 10 à 11 000 €, excusez du peu. Donc bon, évidemment, tout le monde ne peut pas se le permettre, et sachant que ça, c'est pour une tranche d'âge, donc le 0-3 ans, ou le 3-6 ans, ou le 6-12 ans. Il y a aussi des formations qui sont un peu plus espacées pendant les vacances scolaires, mais qui du coup se déroulent sur 2 ans. Mais ça veut dire que après 1 an et 10 000 €, vous n'êtes formé que sur une tranche d'âge. Alors évidemment, pour des parents qui veulent mettre en place la pédagogie Montessori avec leurs enfants d'âge multiple, ça ne va pas du tout coller. Et donc voilà les grands avantages d'une formation en présentiel. Le dernier étant que les formations AMI, elles n'existent qu'en présentiel. Mais les formations en présentiel présentent aussi, malheureusement, un certain nombre d'inconvénients. Inconvénients que j'ai subis lors de beaucoup de mes formations, et à cause desquels je mourrais d'envie de pouvoir bénéficier d'une formation à distance. Avant tout, il faut trouver le temps pour plusieurs semaines de formation.
parce que généralement, les formations en présentiel se déroulent par stage d'une semaine, mais il vous faut évidemment un certain nombre de stages pour couvrir l'ensemble de la tranche d'âge 3-6 ans, par exemple, ou de la tranche d'âge 0-3 ans, ou de la tranche d'âge 6-12 ans. Donc, ça prend beaucoup de temps sur les vacances. C'est compliqué, du coup, à organiser pour sa vie familiale, ou bien on part seul, ou bien toute la famille suit. Mais dans tous les cas, c'est une contrainte sur la vie de famille. Financièrement, c'est cher. C'est cher, non pas parce que les formateurs abuseraient, ce qui n'est pas du tout le cas, du moins dans aucune des formations sérieuses que je connais, mais simplement, une formation coûte cher, il faut des locaux, il faut payer un formateur, il y a des frais administratifs, etc. Et si en plus vous ajoutez le voyage et le logement, ça peut revenir très cher. Sans même parler de la semaine de congé qu'on doit prendre, pour moi qui étais indépendante, le manque à gagner, parce que lorsque je me suis formée, j'étais traductrice, donc si je partais une semaine en formation, c'était une semaine où je ne travaillais pas, c'était du pur manque à gagner. En tant qu'indépendante, je n'avais pas de congé payé. Donc sans compter un manque à gagner, etc., une semaine de formation, ça revient souvent au minimum à 1 000 € en fait. Si vous partez en famille, entre le trajet et une location sur place, ça revient souvent à ces prix-là. Comme je vous le disais, ça implique aussi une certaine tension sur la vie de famille. Et si on est enceinte ou jeune maman, je trouve que c'est encore plus difficile. Là aussi, je l'ai vécu. Quand on est enceinte et surtout en fin de grossesse, c'est fatigant. Les créneaux ne collent pas forcément avec les dates de grossesse, d'accouchement prévues, etc. Et puis si on est maman d'un jeune bébé, c'est très compliqué aussi. Ou bien on l'allaite, et alors il faut gérer l'allaitement comme on peut, peut-être en tirant du lait dans les petits quarts d'heure de pause qui peuvent émailler la journée. Voilà, si on a un très jeune bébé, il y a évidemment la séparation qui est difficile, très difficile aussi à vivre, à la fois du côté du bébé et de la maman, évidemment. On n'a donc pas le choix non plus des dates, des horaires de formation, donc il faut s'adapter. Souvent les centres de formation proposent 1 à 2 dates dans l'année pour un type de formation, donc on n'a pas beaucoup de choix. Autre inconvénient qui vient en fait nuancer un des avantages que je mentionnais un peu avant ça, c'est que même si théoriquement en formation on peut manipuler le matériel et s'entraîner aux présentations, dans la pratique on a souvent très peu de temps pour manipuler. Parce que justement on essaie de condenser les apprentissages sur une semaine et il est très important que le formateur ait pu présenter toutes les activités et puis donner des explications et puis répondre aux questions. Donc souvent ce qui passe à la trappe c'est l'entraînement sur le matériel et on a souvent à peine le temps de manipuler une fois chaque matériel pendant le stage. Par ailleurs, les supports que l'on reçoit en formation sont souvent très limités. Alors parfois c'est volontaire. L'un des centres de formation dans lesquels je me trouvais, La Source, qui s'appelle aujourd'hui Association Aide à la Vie, volontairement ne voulait fournir qu'un minimum de support pour et nous recommander de ne pas prendre de notes pendant les présentations pour que l'on puisse s'imprégner des présentations. Seulement ensuite, quand on regardait les supports, on n'avait pas forcément toutes les informations dont on avait besoin pour pouvoir faire les présentations. Donc on devait quand même prendre des notes dans la pratique. Et concrètement, on est tiraillé entre l'envie d'observer et d'être purement dans l'observation de la présentation pour bien voir tous les détails et la prise de notes d'un autre côté. Ce qui est très frustrant parce que la présentation, généralement, on ne peut la voir qu'une seule fois. Et il faut donc à la fois tout observer et tout prendre en note pour pouvoir la reproduire ensuite. Donc c'est souvent un petit peu délicat. Et puis, là aussi, pour nuancer l'avantage dont je parlais sur le pic d'enthousiasme que suscite une formation en présentiel, c'est que le plus souvent, 3 semaines, 1 mois après la formation, l'enthousiasme redescend. Et ça, je l'ai particulièrement remarqué quand, pendant l'été, il m'était possible d'enchaîner des formations, donc d'en faire 2 ou 3 pendant l'été. Bien souvent, on est vite débordé par tout ce qu'on a à préparer comme matériel, par tout ce dont on a à s'imprégner. Et souvent, voilà, les premières semaines, on a cet enthousiasme, mais après 1 mois, l'enthousiasme est totalement redescendu.
Et pour être honnête, j'ai encore dans mes placards tout le matériel pour une nomenclature de zoologie que je n'ai jamais fabriqué. Parce que je n'en ai pas eu le courage juste après ma formation en zoologie. Et puis, au fur et à mesure où j'ai continué à me former par la suite, j'ai découvert aussi à quel point cette nomenclature était devenue obsolète. Elle ne prenait pas en compte le classement phylogénétique des animaux et la nouvelle façon dont on classe les animaux dans les cours de biologie. Alors, nouvelle façon qui n'est en fait pas si nouvelle, mais qui est très ancienne maintenant à l'université, mais qui est relativement nouvelle dans les classes primaires ou secondaires. Donc vous vous rendez compte, voilà, ça fait peut-être 10 ans que j'ai fait cette formation et je n'ai toujours pas fabriqué cette nomenclature, j'en ai jamais trouvé le courage. Dernier inconvénient d'une formation en présentiel, c'est que certes, si on a des questions sur place, on peut les poser. Et généralement, les formateurs sont attentifs à répondre à toutes les questions qui sont posées pendant le temps de formation. Mais plus tard, si on a des questions qui émergent au moment où on fait la présentation à notre enfant, ou au moment où on s'entraîne sur le matériel et qu'on découvre une difficulté particulière, c'est beaucoup plus délicat de les poser. Souvent, les formateurs sont très peu disponibles, parce que ce sont des gens qui sont très occupés, ils assurent d'autres formations, ils voient passer des dizaines, des centaines de stagiaires chaque année. Donc on a un peu l'impression de déranger si on les recontacte pour leur poser une question, même si certains sont de très bonne volonté, on se rend bien compte qu'ils n'ont pas un temps infini à consacrer à chaque stagiaire. Et si on a une question, mettons 1 an après la formation, ou peut-être parce qu'on se replonge dans la formation pour un nouvel enfant, bien à ce moment-là, on n'ose plus appeler parce que ça fait trop longtemps et on se dit que c'est gênant. C'est gênant d'appeler un formateur 1 an après pour lui dire « Est-ce que vous vous rappelez ? J'étais avec vous en formation en 2019 et j'ai une petite question sur la page 3 de votre cours. » Voilà, c'est un petit peu délicat. Donc voilà un petit peu le tour des avantages et des inconvénients des formations en présentiel. Alors passons maintenant aux inconvénients des formations à distance. Alors vous allez voir que ces inconvénients sont un petit peu le reflet au contraire des avantages des formations en présentiel, évidemment. Donc dans une formation à distance, l'une des difficultés, c'est qu'il faut avoir le matériel avec soi pour pouvoir manipuler une fois qu'on a vu les présentations. Alors généralement, si on travaille en école, si on se forme pour devenir éducateur dans une école, normalement l'école met à disposition le matériel pour qu'on puisse le manipuler. C'est normal. Et si on se forme pour pratiquer l'école à la maison ou du co-schooling ou des activités ou des ateliers Montessori chez soi, eh bien de toute façon, il faut bien qu'on ait le matériel chez soi pour pouvoir le présenter à des enfants. Donc on peut très bien s'entraîner sur le matériel qui est prévu pour l'enseignement ensuite. De toute façon, comme je vous l'ai dit, dans les stages en présentiel, on a souvent très peu de temps pour manipuler. Donc il faut de toute façon s'entraîner aussi à côté. Donc au final, on retrouve un petit peu la même exigence des deux côtés. Il faut prendre du temps chez soi ou dans l'école dans laquelle on va travailler ou sur le lieu d'atelier sur lequel on va travailler pour s'entraîner à réaliser les présentations sur le matériel. Un autre inconvénient des formations à distance, c'est qu'évidemment, par définition, tout se passe sur ordinateur et donc on n'a pas de contact en présentiel. En plus, avec les confinements qu'on a vécus, on ressent vraiment une grosse saturation vis-à-vis des réunions par Zoom ou Skype, etc., ou du travail sur ordinateur. Donc ça peut être pesant de faire tout ce travail sur les écrans. Autre inconvénient, c'est qu'il faut trouver la motivation en soi-même de suivre la formation. Contrairement à une formation en présentiel où on a une semaine dédiée à ça, eh bien là, il faut faire preuve d'un petit peu d'autodiscipline et se dire ou bien je vais travailler 1 heure chaque semaine, ou je vais y consacrer 10 minutes, un quart d'heure par jour. Voilà, il faut se fixer un planning de travail ou se dire, tel jour, je vais avoir 3 heures à y consacrer. 2 semaines plus tard, j'aurai un créneau de 2 heures. Voilà. Il faut se prévoir des temps pour concrètement suivre la formation. Les formations ne se suivent pas toutes seules, ça ne marche pas comme ça. Et puis, on suit sa formation
en parallèle d'autres personnes qui suivent la formation de leur côté, mais on n'échange pas forcément avec ces personnes. On n'a pas forcément de contact avec eux. Et là, ça dépend beaucoup des formations et du système qui a été choisi pour cela. Autre inconvénient des formations à distance, c'est qu'on ne peut pas toujours poser ces questions. Ou alors on peut les poser par mail, mais bon, pour l'avoir parfois fait, répondre à une question par mail, ça prend beaucoup de temps déjà, et du coup on ne va pas suffisamment loin dans la réponse, simplement parce que c'est beaucoup plus long de taper une réponse par mail, de la structurer, de mettre un petit peu en forme pour que ça reste lisible, que de répondre tout simplement à l'oral comme on le fait dans une formation en présentiel. Et tous ces inconvénients dont je viens de vous parler, depuis le début de mes formations, c'est quelque chose dont je suis très consciente. Et au tout début, où je proposais des formations en ligne, je tenais justement à m'assurer que les personnes puissent poser leurs questions, puissent communiquer, échanger avec les autres stagiaires qui suivaient les formations, etc., etc. Sauf que, parfois 2 ans, 3 ans après, j'avais des stagiaires qui échangeaient toujours sur le groupe de la communauté, continuaient à me poser leurs questions, etc., ce qui était très bien. Mais ce sont mes stagiaires elles-mêmes qui m'ont fait remarquer que, au final, j'assurais une espèce de service après-vente illimité qui n'allait pas pouvoir durer. Parce que si le nombre de stagiaires continue à augmenter, au bout d'un moment, mon temps est limité, le temps de tout formateur est limité, et donc je n'allais pas pouvoir continuer comme ça à assurer des séances de questions-réponses pour toutes les stagiaires qui avaient pu faire mes formations depuis le début. Et c'est alors que j'ai eu, grâce au conseil de mes stagiaires, l'idée de créer l'accompagnement à la parentalité et à l'UF Montessori, qui, à mon avis, justement, permet d'éviter tous ces inconvénients des formations à distance. Dans l'accompagnement, je tenais déjà à ce que les stagiaires puissent poser toutes leurs questions. Elles peuvent poser toutes leurs questions parce que 2 fois par mois, au moins, il y a des séances de questions-réponses. Par Zoom, c'est en direct, par webcam. Et donc, on se voit et on peut échanger. Elles peuvent me poser leurs questions, je peux y répondre. Et les autres participantes peuvent évidemment aussi apporter leur contribution. Alors, je sais qu'il y a une saturation, Zoom, mais je pense que c'est aussi très différent quand on participe à une réunion de travail, par exemple, ou à un cours, une formation qui se déroule en direct sur Zoom, et donc où il n'y a pas beaucoup d'interaction et d'échanges, et lorsqu'on participe en fait à une discussion de groupe sur Zoom. Par ailleurs, de mon côté, je travaille en fait avec plusieurs personnes que je n'ai jamais rencontrées de ma vie, physiquement, mais dont je me sens pourtant très très proche. Je pense par exemple à mon assistante virtuelle. Je l'appelle assistante virtuelle parce que on ne s'est jamais vu physiquement, mais on échange par Skype au moins toutes les semaines et par mail bien plus souvent. On parle de nos enfants, on parle de nos projets familiaux, professionnels, etc. Et donc j'ai pu faire l'expérience, moi la première, que oui, on peut établir de vraies relations avec les gens à distance, mais il est important déjà de se voir, d'utiliser une caméra, de s'entendre et d'échanger régulièrement. Et alors justement, l'accompagnement avec un groupe Facebook qui est dédié permet des échanges avec une communauté qui a les mêmes valeurs, les mêmes centres d'intérêt, et puis dans la durée. Pour moi, c'est un système qui est tenable, qui est durable, tout simplement parce que c'est une communauté sur abonnement mensuel. Donc si vous n'êtes plus intéressé, vous vous désinscrivez, c'est facile. Si vous êtes à nouveau intéressé, vous pouvez vous réinscrire. Et moi, de mon côté, je sais que mon temps est valorisé et que je reçois une rémunération en fonction du temps que je passe sur cet accompagnement. Tout ce système, du coup, est rentré dans une dynamique beaucoup plus durable. Et ce qui me fait très plaisir, c'est que j'ai pu assister, alors que ça semble surprenant, peut-être contre-intuitif, avec une communauté qui n'existe qu'en ligne, j'ai pu observer la création de belles amitiés. Alors souvent des amitiés qui démarrent par des échanges de messages sur Facebook, par des échanges. On a des salons de discussion aussi entre stagiaires, donc
dans lesquels les stagiaires peuvent échanger quand elles le veulent entre elles. Et donc, j'ai vu ces amitiés se développer en ligne, puis je sais que certaines se sont mises à s'appeler régulièrement et quand elles l'ont pu, à se voir, à se rencontrer. Et je trouve ça, je trouve ça formidable. On a besoin de soutien dans le monde d'aujourd'hui quand on veut être un parent différent, être un éducateur différent. Et ce soutien, on ne le trouve pas forcément dans son entourage géographiquement proche. Donc c'est bien de pouvoir le retrouver à travers ces communautés en ligne. D'ailleurs, on a un peu le même souci aussi avec les formations en présentiel, c'est que souvent on rencontre des gens qui habitent à l'autre bout de la France, ou du moins à plusieurs centaines de kilomètres de nous. Et donc on ne peut pas vraiment garder de contact physique non plus. Mais ça n'empêche pas de garder des contacts par téléphone, et quand on le peut, de chercher à se voir ou au moins d'échanger par Skype par exemple. Mais passons maintenant aux avantages d'une formation à distance. Et moi, c'est ce qui me faisait rêver justement quand j'ai commencé à me former. J'imaginais tous les avantages qu'aurait une formation à distance. Une formation à distance, on la suit quand on veut. Ça peut être le samedi matin, ça peut être le soir à 22h, ça peut être 15 minutes pendant son petit déjeuner le matin en semaine, ça peut être 20 minutes à sa pause déjeuner, ça peut être n'importe quand, ça peut être 3 heures pendant les vacances. C'est quand on veut. On peut très bien allaiter son enfant tout en suivant sa formation. C'est aussi où on le veut. Même si on part en vacances, même si n'importe quoi, on peut emporter sa formation avec soi et la suivre où on le souhaite. Autre très gros avantage, c'est qu'on peut revoir toutes les présentations et les explications autant de fois qu'on le veut. Ce qui est particulièrement utile aussi quand on a déjà mis en place des choses avec ses aînés, par exemple, et qu'on a un autre enfant qui commence à rentrer dans la tranche d'âge sur laquelle on est formé à distance, eh bien, on peut revoir toutes les présentations, les explications et se rafraîchir un petit peu la mémoire. Évidemment, les formations à distance sont aussi beaucoup moins chères, tout simplement parce que les vidéos sont enregistrées une fois pour toutes. Alors, en revanche, je voudrais tordre le cou à un mythe. Ça prend évidemment bien plus de temps de mettre en place une formation en ligne que de simplement filmer ce qui serait une formation en présentiel. Parce que ça demande des contraintes techniques bien plus importantes, ça demande une préparation pour que la vidéo soit vraiment de bonne qualité, qu'il n'y ait aucun parasite à la vidéo. Et puis on ne peut pas se corriger sur la vidéo. Souvent en formation, il arrive que les formateurs fassent une erreur et se corrigent sur le coup. Bon, là, dans une formation à distance, on attend évidemment que le formateur fasse une présentation qui soit parfaite. Donc ça prend, alors je vais être très honnête avec vous puisque c'est mon métier, pour tourner, etc., éditer la vidéo, etc., d'une vidéo de présentation qui durerait 10 à 15 minutes, il faut souvent 2 bonnes heures. Voilà. Donc ça, et je ne vous parle pas de la préparation, de la préparation des fichiers, du matériel, la recherche avant pour être sûr de proposer cette présentation et pas une présentation qui serait légèrement différente. Là, je vous parle vraiment purement de l'enregistrement, en fait, de la vidéo et son montage. Mais au final, cela revient quand même beaucoup moins cher puisque un plus grand nombre de personnes vont regarder les vidéos et s'inscrire aux formations. Donc même si au départ, il y a un gros investissement à faire et qu'on est perdant au départ, au bout d'un moment, les formations deviennent rentables. Donc cela permet aux formateurs de réduire les frais d'inscription aux formations. Donc les formations à distance peuvent du coup être un petit peu moins chères que les formations en présentiel. Par ailleurs, ça reste encore moins cher pour les stagiaires puisqu'il n'y a ni trajet ni logement à payer, ce qui peut parfois multiplier par 2 ou par 3 le prix des formations. Un autre point important, à mon sens, est que la motivation, du coup, va pouvoir se maintenir pendant toute la durée de la formation à distance. En fait, la plupart du temps, les formations en présentiel se déroulent par stage d'1 semaine, pendant lesquelles vous allez ingurgiter des tonnes et des tonnes de présentations. Et vous allez sortir de là épuisé.
sans avoir vraiment pu digérer tout ce que vous avez appris. Je vous assure que le soir, on a souvent la tête bien pleine et parfois un peu douloureuse. Et là, dans les formations à distance, vous allez pouvoir au contraire regarder une vidéo, regarder un module, prendre le temps d'intégrer le contenu, de le digérer, de fabriquer le matériel correspondant avant de passer à la suite. Et donc, vous allez garder votre motivation en accumulant des petites victoires successives. Ça y est, ce module, je le maîtrise, j'ai fabriqué le matériel, j'ai commencé à le présenter à mon enfant, avant de passer au suivant. Alors, bien sûr, tout dépend du système, mais vous avez parfois des formations dans lesquelles vous avez un module qui est débloqué chaque semaine ou tous les 15 jours, etc. Donc, ça vous permet d'avoir une formation qui se déroule, qui s'étale naturellement sur 3 mois, par exemple, comme c'est le cas pour certaines de nos formations. Et puis, cela signifie que pendant ces 3 mois, vous allez avoir ce petit boost de motivation à chaque réouverture de module, nouvelle ouverture d'un module. Alors, chez nous, les Montessori 7, ça va même encore plus loin, puisqu'avec l'accompagnement, votre motivation peut être maintenue des années après, puisque vous avez une bonne raison de continuer, de persévérer, dans les jours faciles, comme dans les jours un petit peu plus difficiles. Ensuite, tout dépend des formations. Je vous ai dit dans les inconvénients des formations à distance qu'on ne pouvait pas toujours poser ces questions. À l'inverse, si la formation est bien faite, eh bien, vous devriez pouvoir poser vos questions plus longtemps qu'avec une formation en présentiel. Alors, c'est le système que nous avons choisi, nous, est celui de l'accompagnement, une communauté sur abonnement mensuel, que vous pouvez quitter et rejoindre à tout moment. Mais du coup, vous avez un accès illimité, j'ai envie de dire, à votre formatrice, à savoir moi-même, même des années après. Et vous pouvez très bien vous désabonner et vous réabonner quand vous le souhaitez, au moment où vous en avez à nouveau besoin. Donc si c'est bien fait, vous devriez pouvoir poser vos questions plus longtemps qu'avec des formations en présentiel. Et enfin, un double avantage des formations tournées sous forme de vidéo, donc à distance, c'est que dans les formations en présentiel, la façon dont les présentations se déroulent est la suivante. Le formateur demande à un stagiaire ou une stagiaire de se porter volontaire et l'un des stagiaires vient pour une ou plusieurs présentations servir de cobaye. Il joue le rôle de l'enfant. Et tous les autres stagiaires, donc on est souvent nombreux dans une même pièce, observent le formateur faire la présentation à son pseudo-enfant, au cobaye. Le souci, c'est que déjà c'est un adulte qui ne réagit pas comme un enfant, évidemment. Ensuite, c'est que souvent on est un peu loin, donc on ne voit pas bien les détails de la présentation, les subtilités dans les gestes, et on voit tout en miroir. On est face au formateur, face au pseudo-enfant. Souvent, on ne peut pas lire ce qu'ils écrivent, s'il y a quelque chose à écrire. On ne peut pas vraiment observer les petites choses. Par exemple, s'il y a une manipulation de petites perles colorées, ça reste très loin. Et en miroir. Donc ça complique les choses. Dans sa tête, ensuite, il faut tout renverser pour se figurer la présentation telle qu'on doit la faire à l'enfant. Et ça n'est pas si simple parce que les présentations nécessitent un grand nombre de détails et de faire très attention au moindre des gestes que l'on fait. En revanche, avec une vidéo, on peut choisir d'autres angles pour filmer. Et par exemple, dans mes formations, je fais toujours attention à filmer, par exemple, de derrière, pour vous permettre de voir la présentation comme si vous étiez à la place de l'éducateur ou à la place de l'enfant. Ou alors, je peux filmer d'en haut, avec un double angle, une vue de face et une vue d'en haut, ce qui vous permet de vraiment bien voir ce qui se passe sur la table ou le tapis de formation, comme si vous y étiez. Et c'est donc beaucoup plus facile ensuite pour vous de reproduire cette présentation avec vos enfants. Mais bon, ça tout dépend des formations, tout le monde ne le fait pas forcément. Et donc un dernier aspect qui est à ma connaissance unique et propre aux formations des Montessori 7, c'est que comme les présentations sont filmées une fois pour toutes, eh bien je peux filmer avec de vrais enfants. Vous imaginez bien qu'il n'est pas envisageable de recruter un enfant pour une semaine de stage et de lui faire subir des dizaines de présentations chaque journée pendant une semaine entière. Ça serait inhumain pour un enfant. Donc évidemment, ça ne se fait pas. Et puis, on ne pourrait pas non plus demander à un enfant de servir de cobaye comme ça pendant différentes formations sur le même thème. Un même formateur refait
les mêmes formations sur le même thème plusieurs fois chaque année. Et or, dans la pédagogie Montessori, on ne présente généralement qu'une seule fois les activités à l'enfant. Il y a des nuances à ça, mais c'est la règle générale. Donc ça ne serait évidemment pas possible de faire appel à de vrais enfants pour les présentations dans les formations en présentiel. Mais en revanche, pour des formations enregistrées sous forme de vidéo, c'est possible. Alors ça reste très compliqué, et à ma connaissance, les formations des Montessori 7 sont les seules dans le monde francophone à vous montrer systématiquement des présentations en conditions réelles avec les enfants. Et je dis bien des présentations en conditions réelles, c'est-à-dire que vous n'avez pas une voix off qui vient se rajouter par-dessus et parasiter la présentation. On ne vous dit pas ce qu'il faudrait faire, on vous montre vraiment ce qu'il faudrait faire. Donc ce sont de pures conditions réelles avec de vrais enfants, ce qui est quand même beaucoup plus enrichissant parce que ça fait souvent rire mes stagiaires d'ailleurs. Les réactions des enfants ne sont pas toujours celles qu'on attend pendant une présentation. Et c'est important de savoir comment réagir dans ces cas-là. Mais si on ne l'a jamais vu, si on n'a jamais vu d'exemple de comment on peut réagir dans ces cas-là, c'est beaucoup plus dur à mettre en pratique. Au final, en présentiel ou à distance, tout dépend de la qualité de la formation. Pour les formations à distance, il faut faire attention à la qualité des vidéos, au sérieux du formateur ou de la formatrice, à la communauté qui est présente ou pas, à la possibilité ou non de poser ces questions. Il est vraiment important de s'assurer avant tout qu'il y a un suivi sur le long terme, parce que c'est le gros avantage des formations à distance. Outre le coût, la disponibilité pendant des années, des vidéos, etc., c'est aussi de pouvoir avoir un suivi à plus long terme. Et par ailleurs, c'est une précision importante, dans tous les cas, que ce soit une formation en présentiel ou à distance, si jamais on veut enseigner dans une école, il sera indispensable de prévoir des stages. Quelle que soit la manipulation qui peut être proposée pendant la formation, ça ne remplace pas un stage en établissement, dans une ambiance Montessori, avec des éducateurs qui sont déjà en activité, et la pratique dans une classe Montessori. Donc, là, peu importe le type de formation, pour enseigner en école, de toute façon, il vous faudra absolument faire des stages de formation. Alors, quelle est la conclusion de tout ça ? Les formations en présentiel et les formations à distance ont bien évidemment chacune leurs avantages, leurs inconvénients. Si vous pouvez faire des formations en présentiel, si vous avez les moyens, la disponibilité, si vous avez la chance d'avoir un centre de formation de qualité proche de chez vous, profitez-en. C'est une très belle expérience ponctuelle et qui vous fera sans doute faire de très belles rencontres. Vous trouverez peut-être là des personnes qui vont vous accompagner dans tout votre parcours montessorien, avec qui vous allez pouvoir échanger au fur et à mesure de vos progrès les uns les autres. Ça peut être extrêmement enrichissant. Et si vous cherchez justement un centre de formation de qualité, sachez que je répertorie les meilleurs centres de formation, à mon humble avis, qui existent en France sur la page des ressources Montessori que je recommande. Vous en trouverez le lien dans l'article associé à ce podcast. Mais si vous cherchez sinon sur internet ressources Montessori que je recommande, Montessori 7, vous tomberez aussi dessus. Ce ne sont que des centres de formation que je peux vous recommander à 100%. Ce sont des centres sur lesquels je n'ai pas de retour négatif. Parfois, ces centres, je vous les recommande plus spécifiquement pour une tranche d'âge que pour une autre. Parfois plutôt pour du 3-6, parfois plutôt pour du 6-12. Tout ça, c'est vraiment spécifié sur la carte de France de ces centres de formation. Et ce sont des endroits où vous pouvez aller les yeux fermés. J'ai fréquenté plusieurs de ces centres de formation moi-même. Lorsque je ne les ai pas fréquentés moi-même, je ne me permets de les recommander que lorsque je n'ai que des retours positifs de ces centres. Si j'ai des retours mitigés, certaines personnes qui ont beaucoup aimé, d'autres personnes qui ont moins aimé, et que moi-même je ne connais pas ce centre personnellement, que je n'ai pas suivi de formation là-bas, je ne le recommande pas. Donc il y a peut-être d'autres centres de qualité qui ne sont pas sur cette carte. En tout cas, ceux-là, vous pouvez y aller les yeux fermés, et il y en a dans différentes régions de France, que ce soit tout à l'est de la France ou tout au sud-ouest, vous devriez pouvoir trouver votre bonheur. Mais
De manière générale, et plus particulièrement, si vous êtes une maman de jeunes enfants, très honnêtement, les formations à distance, si elles sont de qualité, sont tellement plus pratiques et permettent tellement mieux une mise en pratique de ce que vous apprenez sur le long terme que vraiment, vous n'avez pas à hésiter. Ces formations à distance peuvent vous être très précieuses. Mais à ce moment-là, ce qu'il faut que vous vérifiez, c'est ce que je vous ai dit, c'est déjà avoir des retours d'autres personnes qui ont suivi ces formations à distance pour voir quels sont leurs avis, ce qu'elles en ont pensé. Ensuite, savoir quelle est l'expérience de la formatrice ou du formateur. Si vous pouvez avoir un échantillon des vidéos qui sont présentées, ça vous permet de juger un petit peu de la qualité des vidéos, de la qualité de l'enseignement. D'ailleurs, si vous voulez avoir des extraits de mes formations, vous pouvez y accéder sur notre bibliothèque de ressources gratuites qui s'appelle le Terrier des Montessori 7 et vous trouverez dessus plusieurs extraits de formation. Il est aussi important, comme je vous le disais, de vous assurer qu'il y aura un suivi sur le long terme. Donc posez ces questions-là avant. Y a-t-il une communauté? Peut-on poser ces questions? Si oui, jusqu'à quand et comment? Est-ce que c'est par mail? Est-ce que c'est sur un groupe Facebook? Quelles sont les possibilités? Donc voilà, si ça peut vous aider à faire votre choix entre les formations en présentiel, les formations à distance et surtout savoir comment, sur quels critères les choisir, eh bien j'aurai rempli ma mission aujourd'hui. Donc voilà. Si vous êtes intéressé par les formations des Montessori 7, bien entendu, n'hésitez pas à faire un tour sur notre catalogue de formations et à voir ce qui est ouvert ou ce qui va rouvrir prochainement. Et puis vous savez que j'aime bien finir ces podcasts par une petite anecdote, par les activités du moment qui passionnent nos enfants. La plupart du temps des activités Montessori, mais pas seulement. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de notre fille aînée, qui a 9 ans, et qui ces jours-ci se passionne pour la machine à coudre. Elle a fabriqué des petits sacs, elle s'est amusée à coudre un biais sur le bord du sac pour que ce soit plus joli, plus solide, mieux fini, etc. Et c'est très amusant parce qu'on voit que lorsqu'un enfant prend du plaisir à quelque chose, il apprend beaucoup, beaucoup mieux. Et en particulier, elle a découvert toute seule, alors je lui avais expliqué les bases de la machine à coudre, sa grand-mère lui a aussi expliqué un peu, elle est bien meilleure en couture que moi, ma belle-mère, et donc elle a pu lui expliquer un peu plus en détail certaines choses, et là, elle s'est donc beaucoup amusée ces derniers temps à coudre des choses, et elle a même découvert sur la machine à coudre un bouton où elle a testé ce que ça faisait, et donc elle a d'elle-même compris à quoi servaient certains boutons qu'on utilise pas très souvent, je vous avoue, mais vous voyez, par essai et erreur, en expérimentant et par le plaisir, elle apprend. Elle apprend et elle apprend quelque chose qui lui sera utile aussi bien aujourd'hui que plus tard dans sa vie d'adulte. Donc ça me comble de joie. Voilà. Et rassurez-vous, je ne suis pas sexiste. La machine à coudre est en accès libre aussi pour les garçons. Et j'espère bien que eux aussi, à un moment ou à un autre, vont, qui sait, se passionner pour cette machine. Et bien voilà pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, passez une très bonne journée. Votre petite sourisette, Anne-Laure.